J'avais pas été très bien en plus en ayant tout, en ayant un loft, en ayant du boulot à ne plus savoir quoi en faire. On avait acheté, je me rappelle à l'époque d'Ivry, une grande voiture. Enfin, vous voyez, c'était un peu l'opulence. Et là, d'un seul coup, je me retrouvais avec quelques affaires, mes enfants, mon homme, mes livres. Et alors, mais franchement, j'étais trop bien. Bonjour, je m'appelle Angela. Je suis née à Leblanc-Mesnil, une commune du 93, mais j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, dans une famille d'immigrés italiens. Il faut savoir que quand on a une double culture, on n'est jamais vraiment là où on doit être. C'est-à-dire que dans mon cas, en France, j'étais italienne et en Italie, j'étais française. Donc j'ai vécu, je dirais, une enfance et une adolescence assez protégée, un peu sous une bulle, avec finalement assez peu de sorties, assez peu de connexion avec l'extérieur. Il y a une forme de pudeur aussi dans l'éducation que j'ai pu recevoir. Et puis je crois une forme de peur qu'il nous arrive quelque chose, et puis qu'on rencontre de mauvaises personnes. Fin 80, début 90, il y a toute une série de journalistes qui passaient à la télé, c'est des grands reporters de guerre. J'étais fascinée par ces femmes qui partaient loin. J'imaginais qu'elles laissaient leur famille. Ça me faisait un peu rêver. Je me demande si ça n'a pas été quand même pour moi le premier déclic et surtout ce qui a représenté pour moi le summum de la liberté. Pour autant, je me suis jamais projetée comme reporter de guerre parce que puisque très protégée, j'ai récupéré pas mal de peur. En revanche, je pense que le journalisme, je me suis dit je vais faire ça parce que je vais bouger, voyager, rencontrer du monde. C'était un peu un fantasme pour moi, c'est-à-dire que j'avais envie d'aller vers ça, mais je ne me l'autorisais pas. Et je crois que en fait, je n'ai réussi à ne me l'autoriser que lorsque j'ai commencé à faire des piges. Alors, je suis allée pousser des portes, vraiment à l'ancienne. Je faisais le tour des radios, j'allais assister à des émissions, donc j'ai commencé finalement quand même par la radio. J'adorais ça. J'ai même fait des piges la nuit. Hein. Je me levais à 4 heures, je prenais ma petite Fiat Panda et j'étais sur l'autoroute A3. Là, j'avais le droit de sortir la nuit. En fait, il y a beaucoup de choses que je pouvais faire et je l'ai compris assez tôt. Par le biais du travail. Ça a été une forme de liberté. Donc les premières piges, ça a été vers 22 ans, enfin entre 21 et 22 ans. Et ça correspond aussi à la période où effectivement j'ai rencontré mon premier mari. On s'est mariés, en plus j'ai eu une petite assez jeune. 23 ans j'étais enceinte, à 24 j'ai eu ma première fille. J'avais mon rythme qui était très très soutenu, effectivement un enfant en bas âge et un conjoint qui n'était pas très soutenant. Donc au bout d'un moment, ça a fait trop. On a divorcé. Effectivement, j'ai eu une période d'1 an à peu près où j'étais seule avec ma fille et toujours pigiste. Et j'ai rencontré assez vite mon deuxième mari. On est venu s'installer sur Paris. J'avais 27 ans, mais dans ma tête 15 ans, c'est-à-dire que je suis arrivée à Paris, la capitale. Je faisais tout à pied. J'étais à la fenêtre de mon appartement et j'entendais les camions poubelles. C'est un peu idiot, mais qui passaient alors à l'époque, parce que je crois que maintenant ça a changé, mais ils passaient 2 fois par jour, le matin et le soir. Et j'étais fascinée en fait. C'était plein de petites choses où j'avais l'impression en fait d'être une gamine qui découvrait voilà, une nouvelle vie. On a vécu 2 ou 3 ans à peu près donc dans cette vie parisienne et est arrivé un projet de pouvoir construire en banlieue un loft dans un endroit, Ivry-sur-Seine, où il y avait en fait plein d'usines qui étaient réhabilitées. C'était un endroit dingue, c'était une carte postale plantée au milieu de nulle part. Je crois que j'ai une petite voix au fond de moi qui m'a dit « n'y va pas ». Mais je n'ai pas pu, je n'avais pas les ressources pour dire non en fait. J'y suis allée parce que je me suis dit, attends, mais comment tu peux refuser un truc pareil? On avait notre habitation
l'agence dans laquelle travaillait mon mari et l'appartement de son patron au même endroit. Donc je me suis retrouvée à Ivry-sur-Seine, dans un lieu certes assez paradisiaque comme ça, avec des gens très sympas, des grandes tablées pour en faire des apéros à longueur de temps en bas, des jardins fantastiques, tout ça, mais finalement enfermée. J'ai commencé vraiment à décliner et à aller pas bien du tout. D'ailleurs, je continuais à aller faire mes courses dans le 12e. Enfin, j'étais dans le déni, donc j'ai même fait, voilà, on peut le dire, une dépression. Ça allait pas du tout, quoi. Moi, j'avais pas fondamentalement analysé que ça venait de là. Ça n'allait plus dans le couple, forcément. De toute façon, quand on commence à aller pas très bien, ça impacte l'autre. Pour lui, c'était difficile parce que quand même, c'était un projet qu'on avait fait ensemble. Il avait tout. Il fallait recommencer. En fait, on a acheté un appartement à Paris. Donc, on est revenu dans le 12e. Mais je suis venue habiter toute seule. Lui, il a pris un appartement pas très loin. Et en fait, on est resté tellement proches qu'au bout de 6 mois, on s'est remis ensemble. Est arrivé un moment vraiment très marquant dans ma vie où on a décidé donc de faire des travaux, initialement prévus ensemble, mais comme je suis venue seule, je n'ai pas fait les travaux. Mais quand on s'est remis ensemble, on a dit ok, on fait les travaux. Et là, il a fallu que je mette tout mon appartement dans la cave et que je prenne le strict minimum pour aller m'installer quelques mois chez lui pendant les travaux. Je me suis retrouvée avec des livres, quelques affaires qui tenaient dans une petite armoire. Je me souviens parfaitement de cette petite armoire marron qui avait 3 étagères et mes affaires tenaient dans cette armoire. J'étais avec mes enfants, mon amoureux, et je me sens... Alors je crois que ça a été le moment de ma vie où je me suis sentie le plus libre. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais j'ai besoin que de ça, quoi, pour vivre, pour être bien. Comme j'avais pas été très bien, en plus, en ayant tout, en ayant un loft, en ayant du boulot à ne plus savoir quoi en faire. On avait acheté, je me rappelle à l'époque d'Ivry, une grande voiture. Enfin, vous voyez, c'était un peu l'opulence. Et là, d'un seul coup, je me retrouvais avec quelques affaires, mes enfants, mon homme, mes livres. Et alors, mais franchement, j'étais trop bien. À ce moment-là, on est heureux et on a eu le projet d'avoir un autre enfant. Et à 6 mois et demi, je perds les os. Un soir, en me levant de mon canapé. C'est un tsunami et la vie prend complètement une autre tournure. Et il se passe 2 bonnes années où effectivement, c'est l'hôpital, les soins, la réduction, enfin bon, tout un tas de choses qu'il faut faire quand on a un enfant prématuré. Et quand même, quand j'étais à l'hôpital et que j'étais en train de la regarder dormir, ça m'a posé la question du sens, forcément. Je veux dire, quand vous avez un enfant qui est entre la vie et la mort pendant des... Enfin, voilà, il y a plein de choses qui... Voilà. Je me disais quand même, quand je serais sortie de tout ça, parce que j'ai eu conscience quand même que ça serait long, je l'ai su tout de suite que ça serait long, j'écrirais. Je crois que c'est ça que j'ai envie de faire et c'est ça que je ferai. J'ai eu un éclair, quoi. Je me suis dit, en fait, toi, t'as réussi à t'en sortir, ce qui n'était pas gagné. Elle, bon, il va falloir du temps, mais elle va s'en sortir. On s'est tous battus, elle s'est battue, tout le monde s'est battu pour qu'elle s'en sorte. J'écrirai. Mais surtout, j'ai envie de raconter ça, quoi. C'est ça que j'ai besoin de raconter, là. J'ai mis 4 ans à publier, donc, un album qui s'appelle Il n'est jamais trop tôt pour dire je t'aime et qui raconte l'histoire de la naissance prématurée de ma fille, mais que j'ai voulu raconter sous le prisme de la fratrie. Parce que j'avais constaté qu'effectivement, quand ça arrive, on est très focalisé, et c'est bien normal sur le bébé, mais que les fratries, elles souffrent. Donc j'étais super fière, j'étais heureuse. Enfin, j'avais l'impression d'avoir trouvé une place à nouveau. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à être dans ce milieu-là, j'ai choisi, un peu par hasard, de mettre en scène et de porter au théâtre un de mes projets. Il se trouve que j'avais écrit un texte, un roman, qui est un roman, je dirais, intergénérationnel, parce que c'est une histoire entre un grand-père et sa petite-fille, qui se retrouvent embarqués aux Jeux Olympiques de Paris. Et en fait, je me suis retrouvée, depuis donc l'été dernier, depuis 6 mois maintenant, à monter une pièce de théâtre
autour de ce texte. Et donc je suis quelque part devenue metteuse en scène. C'est le projet de mes 50 ans. Je ne sais absolument pas sur quoi ça va déboucher. C'est l'inconnu le plus total. Je travaille au jour le jour, je règle un problème à la fois, j'avance sans savoir ce qui va se passer. J'ai souvent dit, oh là là, pourquoi j'ai pas un boulot normal, fixe. Et en fait, je crois que dans le fond, voilà, je suis bien dans cette espèce de petit bordel. Enfin, c'est un bordel un peu organisé quand même, hein, mais ça reste quand même un petit bordel, quoi. Enfin, voilà, c'est un joyeux bordel.